Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Musique aujourd'hui avec la musique de Mysliveček à l'occasion de la sortie en salle du film Il Bohémo ce jeudi 20 octobre. Le biopic Il Bohémo est consacré au musicien Józef Mysliveček, contemporain de Mozart, qui a fait toute sa carrière en Italie avant de tomber dans l'oubli. De cette destinée entre lumière et ténèbres, mais aussi du tournage semé d'embûches, eh bien, Anna Kubishta en a parlé avec le réalisateur de Il Bohémo, Petr Václav, lors de son dernier passage dans nos studios ici à Prague. Petr Václav au micro d'Anna Kubishta. Petr Václav, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, il y a quelques années, on avait eu l'occasion de se voir à cette occasion justement, d'un documentaire sur Józef Mysliveček, ce compositeur tchèque, on pourra d'ailleurs discuter de cette question-là. Largement. Qui était finalement, d'une certaine manière, une espèce de préparation, si on peut le dire comme ça, à un autre film. Un film, cette fois-ci, plus, on va dire, de fiction. C'est pas de fiction, puisque c'est plutôt un biopic, voilà. Sur, donc, ce contemporain de Mozart. Alors, à l'époque, il a été, donc on parle là du XVIIIe siècle, un des compositeurs les plus acclamés d'Italie, où il a fait toute sa carrière, avant de tomber dans l'oubli le plus total, alors que Mozart lui-même l'admirait. Et puis il est redécouvert, grâce à vous notamment, et puis aussi tiré des oubliettes par l'ensemble Collegium 1704 et son passionnant chef d'orchestre Václav Lux. Alors comment s'est passé ce tournage ? Le tournage s'est passé comme tous les tournages, je crois, avec beaucoup de drame et non, parce que c'est un film assez difficile à faire. C'est un film en costume avec qui se passe donc au XVIIIe siècle. Donc déjà la préparation du film était fascinante parce que j'ai parcouru, je connais maintenant mieux l'Italie que la France, je crois, parce que j'ai zigzagué partout. J'ai vu des centaines de palais, de maisons, de villégiatures, des villas, etc., des parcs, des églises, des monastères. Donc pour moi, c'était déjà un travail très plaisant. Et aussi, il est très intéressant parce que vous vous rendez compte que vous n'allez pas voir que les lieux, mais vous rencontrez aussi les propriétaires des lieux. Donc ça vous donne une image. Malgré le fait que vous êtes là pour trouver les lieux de tournage pour un film qui se passe au XVIIIe siècle, mais à côté vous vivez plein d'histoires, vous apprenez beaucoup de choses. Donc déjà la préparation était pour moi une expérience géniale. Ensuite le casting, parce que je connaissais pas les Italiens, donc le casting aussi au début je saisissais pas bien les accents, même les têtes. Après, en faisant le casting, j'ai commencé à comprendre les visages et les accents, etc. Parce que ça c'était aussi important pour le film, parce que le film se passe entre Naples et Venise, et donc j'ai travaillé uniquement avec les Napolitains pour les scènes de Naples, qui aussi réécrivaient les dialogues je donnais les dialogues, et il les refaisait en napolitain. Donc en fait, il se les appropriait, comme ça j'avais aussi le contrôle. Parce que sinon, n'importe quel acteur, il vous dit, non, je vous fais l'accent milanais, mais moi je n'ai pas ce contrôle, donc je voulais que des gens qui vont pas prétendre, mais qui vont vraiment être comme ils sont. Et après, l'autre chose, c'était le financement, c'était très dramatique, et le film, il se faisait, puis il se faisait pas. Il y a eu des péripéties. On a eu des péripéties absolument terrifiantes, où, par exemple, un après-midi, tout a été plié, il y avait plus personne dans les bureaux, le film ne se faisait plus, et le producteur était quand même coriace, il est venu me voir à Rome, on était malheureux comme on se baladait comme des chiens dans la rue, on traînait, on savait pas quoi faire, le ciel devenait vraiment de plomb. Avant il y avait partout des mouettes, maintenant je voyais que des corbeaux qui criaient C'était maudit ce film. Ouais, c'était horrible. Donc on a vécu plein de situations difficiles, mais in fine, et après on a été surpris par le Covid. Oui, j'allais dire, en plus c'était aussi en pleine pandémie, donc en fait il y avait quand même eu pas mal d'embûches pour réaliser ce film. Oui. Faut être. C'était pas grandiose du genre Apocalypse Now, on n'a pas eu des problèmes avec des hélicoptères et tout, mais quand même à notre échelle, on s'est quand même
produit un beau drame, quoi. Vous n'avez pas voulu renoncer à un moment donné en vous disant que c'était trop, que ça aboutirait pas? Non, parce qu'au bout de tous ces efforts, toute cette écriture, toutes ces préparations, on s'est tellement enfoncé dans le truc qu'on a dit non, il va falloir réussir à tourner ce film. Et puis, in fine, on a réussi quand même. C'est un acteur tchèque, Wojciech Dek, chanteur d'ailleurs aussi, par ailleurs, qui incarne Mysliveček. Comment est-ce que justement l'a-t-il incarné? Oui, parce que j'ai cherché longuement, c'est toujours le problème principal, l'acteur principal, qui sait comment, pour qu'il soit vraiment bon. Et donc j'ai cherché d'une manière très très, en fait, même à l'étranger, j'ai cherché beaucoup. In fine, j'ai trouvé Wojciech, et au début aussi, j'allais pas spontanément vers lui parce que il est très grand et je me suis dit mais comment je vais faire, parce que en fait il est comme Handel. Handel était très grand, donc dans mon film c'est à peu près la même chose, que c'est vraiment ce colosse blond entouré d'Italiens et d'Italiennes et donc le casting repose sur ce dynamisme que Wojciech Dijk, donc le personnage principal, Józef Mysliveček, traverse cette carrière italienne. Et vous savez donc un seul tchèque et tout le reste du casting est italien. Il y a un Allemand qui joue, deux Allemands qui jouent Leopold et Wolfgang Mozart. Et voilà. Alors vous disiez tournage en Italie, vous avez tourné quelques jours à Prague aussi, il me semble. On a tourné aussi un peu à Prague, un peu à Plzeň, parce que on avait une scène qui se passe en Munich, dans une clinique vénérienne. Donc pour ça on est allé dans un monastère vers Plzeň, à Plassy, qui était très, qui vraiment, voilà, était très approprié. Oui, on a tourné un peu partout parce que aussi on travaille avec des film commission, donc c'est aussi lié avec des territoires. Et puis c'est compliqué parce que l'Italie est très longue, mais vous ne pouvez pas bouger l'équipe, d'aller d'une ville à l'autre parce que vous perdez toujours parfois même plus d'une journée. Aller entre Gênes et Naples, c'est quand même un gros trajet. Donc je devais aussi trouver le moyen comment en fait prétendre d'être dans une autre ville en la tournant ailleurs. Voilà, c'est absolument nécessaire. Donc Prague, c'est pas en fait Prague dans le film, c'est ça? Prague, c'est Prague dans le film, ouais. D'accord. Ouais. Parce que donc Józef Mysliveček, alors tchèque, italien, européen, qu'est-ce qu'il était, ce compositeur? Je pense le fait qu'il ait gardé ce nom imprononçable en Italie, Mysliveček, veut dire que peut-être il était attaché à cette identité d'une certaine manière, mais en même temps c'était pas tellement grave à l'époque. Je pense que l'espace commun culturel était beaucoup plus fort. Et les identités n'étaient pas aussi marquées, si patriotiques ou nationalistes? Voilà, non, ça n'existait pas. En fait, ils étaient beaucoup plus à l'aise dans d'autres pays. En fait, le problème, quand ils parlent toujours, ils disent pas mon pays, ils disent toujours la patrie, la patria. Et ça a une grande signification parce que quand vous partez, les voyages sont difficiles. Ils prenaient pas l'avion, donc déjà l'idée de voyage, c'était quelque chose de dramatique. Il y avait aussi pas mal d'insécurité, même au XVIIIe siècle, c'était pas facile de voyager. Mais en même temps, il possédait un fond commun, cette culture européenne qui n'était pas. Et je pense que les nations ne faisaient un drame comme aujourd'hui. D'où vient votre fascination à vous pour Józef Mysliveček et son destin, son odyssée personnelle, puisque c'est ça qui vous intéresse en tant que cinéaste? Comme moi-même, je me suis expatrié, j'étais intéressé je m'intéressais au destin de quelqu'un qui décide de devenir un artiste. Or, la famille lui dit qu'il doit être meunier. Il s'échappe, il est parti quasiment, il a fui parce que un jour il est parti sans passeport et tout. On ne sait pas la réalité de ce fait, on la connaît pas. Toujours est-il qu'il n'a rien dit, il a dit adieu à personne et il est parti. Et au bout de 4 ans, il commence une carrière incroyable. Que c'est comme si moi je partais aux États-Unis et à 4 ans je fais je travaille avec les budgets de Spielberg. C'était une carrière énorme. Et ça m'intéressait de raconter l'histoire de comment quelqu'un ressent ce besoin d'aller au fond de lui-même, de faire ce qu'il aime. En même temps, après il y a le volet
un peu diplomatique, le volet de ce que c'est, comment on fait une carrière, et ce qu'on devient quand on la perd, et parce que sa fin est tragique, et lui, à la fin, il devient musique. Cet homme devient musique, il n'a plus rien d'autre que sa musique. Et il est mort tragiquement, mais je sais pas, quasiment 300 ans après, sa musique et ses opéras nous peuvent émouvoir encore. Donc, après tout, c'est une histoire icarienne, triste, mais l'histoire d'une grande réussite, de quelqu'un qui est devenu quelqu'un et qui a écrit beaucoup de belles choses. Comment expliquer justement qu'il soit tombé dans les oubliettes de l'histoire? Ce Józef Mysliveček, certes, il a eu une fin tragique, mais une fin tragique, ça ne veut pas dire qu'on disparaît des radars. Oui, parce que tout le monde mourait à l'époque assez tôt, donc pour l'époque, c'était pas si tragique que ça. Oui, c'était tragique dans le sens qu'il a perdu son visage, il devait porter le masque, il devait souffrir énormément. Il n'était pas le seul. Non, mais l'oubli, c'est comme il n'a pas été. Ces gens-là vivaient, les artistes de l'époque vivaient comme des saltimbanques. Ils étaient adorés pour leur capacité de transmettre les émotions, faire la musique, donner des opéras, mais comme des personnages privés, ils n'étaient pas tellement considérés. C'était des serviteurs. Et donc, c'était pas le star system, ça c'est sûr. Non, c'était le star system, mais à l'époque, en fait, on séparait la personne privée de la star. La star intéressait, mais la vie, ils étaient quand même considérés un peu comme des gens de mauvaise vie, surtout les femmes, parce que les prime donne qui étaient payés plus que les hommes, je pense que depuis on n'a jamais payé mieux les femmes que les hommes. Les prime donne vraiment, c'était des stars qu'on s'arrachait parce qu'elles étaient rares, et parce qu'il fallait vraiment aboutir à une qualité qui était rarissime. Donc, elles étaient hyper connues, elles étaient riches, elles n'avaient pas de tuteur, souvent elles n'étaient pas mariées. Donc, en même temps, des femmes indépendantes. Donc, la ville venait à leur rencontre quand Gabriel, il venait avec le carrosse, précédé d'un type à cheval, donc ils se réunissaient tous, mais en même temps, ils la considéraient comme une courtisane. Ouais, c'était très très ambigu ce goût pour la star, mais en même temps considéré comme une prostituée en fait, de luxe. Donc Mysliveček n'était pas marié, il était étranger, et donc quand il est mort d'une maladie vénérienne, donc considéré comme un type de mauvaise vie, et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour le défendre et pour soigner son héritage, et en plus l'opéra sérieux devient un genre qu'on ne fait plus après la Révolution française, etc. Après ça, avec la fin des royaumes, ça tombe dans l'oubli, donc c'est aussi une raison. La troisième raison, c'est que après la musicologie autrichienne-allemande était très forte, et il privilégiait raconter l'histoire de Mozart. Il voulait pas trop parler de quelqu'un qui serait supposé en fait de lui ôter un peu de lumière, ce qui est complètement bête, parce que Mozart c'est un génie, mais il faut pas raconter aux gens qu'ils écoutaient la musique qui lui venait du ciel. Non, ils écrivaient comme beaucoup d'autres, il écrivait mieux, mais il a pris aussi chez Mysliveček, chez d'autres, parce que c'était c'est un homme qui voyageait énormément, qui lisait énormément la musique, et donc c'était un vrai connaisseur de la musique. C'était pas un petit idiot de Dieu qui n'écoute rien et qui fait sa musique. Oui, voilà, pas nulle part, ouais. Et c'est ce que j'essaie aussi de démontrer dans mon film. Ce film s'appelle Il Bohémo. Pourquoi ce titre? Il Bohémo, parce que lui, Józef Mysliveček, comme si chiama già, comment ça se prononce. Donc, ils n'arrivaient pas. Donc, à l'époque, comme tant d'autres artistes, être l'espagnol ou le français ou donc Il Bohémo, c'est le tchèque. Donc, il disait, oui, le tchèque. Rien de plus. C'est un sobriquet qui facilite la prononciation, et qui sert aussi à identifier l'artiste avec son origine. Comment est-ce que vous avez travaillé avec les musiciens? En fait, à part 2 ou 3 playbacks où Simona Chaturova a donné sa voix donc à l'actrice Barbara Ronchi, tout le reste a été fait live. C'est un sacré défi pour un réalisateur quand même, non? Oui, parce personne ne savait trop comment ça se fait. Donc on avait un très grand ingénieur du son, Erdo Groot, qui est hollandais. On avait aussi notre ingénieur du son,
de cinéma. Et on a réussi finalement à faire la musique live et de très bonne facture. Peut-être pour terminer, c'était juste avant qu'on se rencontre, j'ai eu une idée, je me suis dit c'est un parallèle intéressant finalement dans les années 1980, Miloš Forman qui réalise Amadeus, donc ce film sur Mozart, ce biopic contemporain de Mysliveček, donc un réalisateur tchèque qui fait un film sur Mozart, et vous-même aujourd'hui avec un biopic consacré à Mysliveček. Il y a un intéressant jeu de miroir. Oui, mais ouais, mais c'est aussi un peu dangereux parce que Amadeus est un grand film américain qui est superbement écrit parce que c'est une pièce de théâtre. Au début, il a été fait il y a 30 ans, non, en Tchécoslovaquie, 40 presque. avec 14 millions de dollars en Tchécoslovaquie, ou les choses et nous on est à côté, voilà. Mais bien sûr, c'est un film qui est génial, qui nous a tous influencés. Je pense que c'est un film qui avait quand même un impact sur nous tous. Et aujourd'hui, moi, je m'intéresse un peu à d'autres choses. Et ça n'a pas la même dramaturgie, ça n'a pas la même lumière. Enfin, on est 30 ans plus tard. Et donc, c'est un autre film. Mais c'est vrai que parfois, c'était aussi difficile d'expliquer que je ne veux pas faire un Amadeus et que je vais faillir parce que ça ne sera pas l'Amadeus. Ouais. Est-ce que vous réfléchissez déjà à un futur projet où vous allez peut-être un peu laisser le temps filer Non, bien sûr. On ne peut pas en parler encore. Non, pas encore. Mais... On se reverra alors. Oui. Merci beaucoup. De rien. C'était au micro d'Anna Kubishta, le réalisateur Peter Václav, réalisateur du film Il Bohémo, biopic du compositeur tchèque Josef Mysliveček. Et c'est avec la musique de Mysliveček que se termine cette émission. Retrouvez-nous sur internet français.radio.cz ou sur notre compte Twitter @Radio Prague FR. Bonne journée ou soirée où que vous soyez dans le monde et bonne semaine à Prague.